Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons deux volets à débattre. Le premier concernant les élections législatives qui arrivent bientôt à leur terme. Il faut dire que les Égyptiens qui sont à l'étranger continuent de voter. Au deuxième et dernier jour du second tour des élections des Égyptiens à l'étranger. Ceux qui vont voter ici en Égypte vont voter pour le deuxième et dernier tour les 27 et 28 décembre et les résultats seront affichés le 4 janvier. Donc nous aurons quand même quelques précisions à vous donner et le deuxième volet va porter sur Gaza et la Cisjordanie, sur quelques éléments, quelques composantes de cette cause, à commencer par la Belgique qui se joint à la procédure intentée par l'Afrique du Sud, mais aussi quelques exactions israéliennes, l'Israël qui approuve la création de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie et Israël également interdit l'accès à Gaza à 14 ONG et durcit évidemment et comme d'habitude le contrôle sur l'action humanitaire. Et pour me donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir ici avec nous au studio Dr Raouf Ghafar qui est analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Docteur Raouf Ghafar, nous allons commencer par les élections législatives. Aujourd'hui, c'est le deuxième et dernier jour du second tour des législatives organisées dans 19 circonscriptions. Et le premier tour avait été annulé, comme vous le savez, et ces circonscriptions sont réparties sur 7 gouvernorats. Donc, comment peut-on évaluer, si on peut le dire, ce processus démocratique suisse suite surtout à l'annulation du premier tour? Vous avez dit que c'est un processus démocratique. Il y a eu quelques points d'interrogation à propos de quelques circonscriptions. On a dû refaire les élections dans ces endroits. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on souhaite aux candidats qui vont réussir une bonne chance parce que nous avons un grand espoir que ce gouvernement, que ce Parlement, je m'excuse, a beaucoup à faire. Il y a tellement de législations qui doivent être discutées et qui doivent apparaître dans plusieurs domaines. Donc on n'a qu'à leur souhaiter, comme je viens de dire, une bonne chance pour compléter ce qu'ils ont commencé il y a quelques années. Que doit-on s'attendre, à quoi doit-on s'attendre, de ce Parlement? Quels sont les défis qui s'opposent à ce Parlement? Nous sommes entourés de défis depuis des années et des années. Peut-être la chose un peu différente dans cette fois-ci, c'est que le nombre de jeunes est un peu plus, le nombre de femmes encore est un peu plus, je pense. C'est pour ça qu'on a un espoir qu'on aura des nouvelles idées, on aura des discussions qui vont mener à un peu plus dans l'avenir, et c'est ce que nous avons besoin. Donc, je vois que ça, c'est la seule différence. Ça compte certainement, mais en principe, comme je viens de dire, nous avons beaucoup de dossiers qui doivent être discutés, qui doivent apparaître, disons. On a beaucoup de choses à changer pour faciliter et pour rendre, par exemple, les investissements, etc., et pour attirer plus d'investisseurs, des dossiers locaux. On va voir, c'est-à-dire, comme je viens de dire, on leur souhaite bonne chance. À votre avis, quels sont les dossiers les plus importants sur lesquels ce Parlement doit se pencher? Bon, premièrement, comme je viens de dire, notre situation économique est un peu fragile. Nous avons besoin, à mon opinion, de législation qui mettent les choses un peu en ordre sur le plan économique. Nous avons les dossiers
production, industrie, qui doivent être discutées, agriculture, faciliter le processus d'investissement pour attirer plus d'investisseurs. Encore une fois, à mon opinion, nous avons un dossier touristique qui est très important, surtout après l'inauguration du nouveau musée. Nous nous attendons à un nombre considérable de touristes. On doit se préparer. Et je pense pour se préparer, on n'a pas simplement besoin de construire des hôtels, etc., mais on a besoin de législation qui rendent le tourisme plus facile et qui rendent le trafic, non pas seulement à propos des individus, mais à propos de leurs véhicules, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à faire pour augmenter le nombre de touristes. Ça, c'est un dossier, à mon opinion, qui doit jouir d'une importance extrême dans le nouveau Parlement. Il faut dire que le président de l'autorité nationale des élections, le conseiller Hazem Badawi, a affirmé lors d'une conférence de presse que nous venons de passé en direct. Il a affirmé lors de cette conférence de presse où il a annoncé les résultats du second tour des élections parlementaires 2025 et il a affirmé que les élections se sont déroulées dans une atmosphère compétitive. Il a précisé que l'autorité nationale des élections avait décidé d'annuler les résultats des sous-commissions numéro 71 relevant du 2e district situé au centre de Belbès dans le gouvernorat de Sharqiya, ainsi que des sous-commissions numéro 26 et numéro 33 relevant du 2e district situé au centre de Mansoura dans le gouvernorat de Daqqahliya et de la sous-commission numéro 68 relevant du 8e district à Midramr également dans le gouvernorat de Daqqahliya. Cette décision a été prise en raison de manques fondamentaux affectant la régularité et la légitimité des procédures de dépouillement au sein de ces deux sous-commissions. Eh bien, évidemment, nous nous attendons au déroulement des élections sur le plan local, comme on vient de l'annoncer les 27 et 28 décembre, ici en Égypte, et les résultats seront affichés le 4 décembre. Dernière question, docteur Raouf Ghaffar, concernant ces législatives. À votre avis, comment pensez-vous que pensez-vous de la distribution des quotas au sein du Parlement? C'est-à-dire, ces quotas ont été faits, distribués, est-ce qu'ils sont toujours valides ou est-ce que de temps en temps on doit modifier ces quotas? Ils doivent être modifiés. C'est que les conditions changent. Nous savons tous que nous n'avons pas, comme on a dit l'autre fois, des partis qui ont des programmes assez précis, assez définis. C'est pour ça qu'on essaye de joindre tous les points de vue et essayer d'entendre tout le monde dans le contexte prévu. Alors, à mon opinion, cette fois-ci, j'espère que le nombre d'électeurs, vu que toutes les irrégularités ont été découvertes et on a refait les élections, que le nombre d'électeurs va augmenter et les représentants seront vraiment des représentants qui sont là pour la majorité des électeurs. C'est une responsabilité et moi je tiens à dire que chacun doit aller voter parce qu'à la fin du compte, ça se reflète sur son bien-être, absolument. Eh bien, à présent, nous allons passer à un deuxième volet, le deuxième volet concernant la cause palestinienne et la Cisjordanie. À tout de suite.
La Cour internationale de justice a annoncé mardi que la Belgique s'est jointe aux procédures intentées par l'Afrique du Sud concernant l'accusation d'Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Cette intervention, toutefois, ne signifie pas que la Belgique soutient les accusations de l'Afrique du Sud, ni qu'elle défende Israël, mais qu'elle donnera son interprétation du droit international dans le contexte de l'affaire. Voyons les détails dans ce compte rendu. La Cour internationale de justice, CIJ, a annoncé mardi que la Belgique s'était jointe à la procédure intentée par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Plusieurs pays se sont déjà joints à ce dossier devant la plus haute juridiction de l'ONU qui siège à La Haye, dont le Brésil, l'Irlande, la Bolivie, la Colombie, la Libye, l'Espagne et le Mexique. Dans une décision retentissante en janvier 2024, la CIJ a appelé Israël à prévenir tout acte de génocide, mettant en garde contre un risque réel et imminent et de préjudice irréparable pour les Palestiniens. Sans statuer sur le fond, elle a pris plusieurs ordonnances conservatoires exigeant notamment qu'Israël permette l'accès de l'aide humanitaire, prévienne et punisse l'incitation au génocide. Ces ordonnances sont juridiquement contraignantes, mais la Cour ne dispose d'aucun moyen concret pour les faire respecter. La guerre à Gaza a fait plus de 70 369 morts dans la bande de Gaza, d'après les chiffres du ministère de la Santé palestinien, jugé fiable par l'ONU et déplacé l'écrasante majorité des 2,2 millions d'habitants du territoire palestinien. La Belgique a reconnu l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, avait annoncé le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost sur X, se joignant à d'autres pays comme la France ou le Canada. Mais cette reconnaissance reste soumise à des conditions. Elle ne sera officiellement formalisée que lorsque le dernier otage aura été libéré et que le Hamas n'assurera plus quelconque gestion de la Palestine, a-t-il précisé. De retour à notre invité, Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, la Belgique veut bien se joindre aux procédures intentées par l'Afrique du Sud, mais avec quelques réticences, si on peut le dire. Je ne sais pas quel terme serait le plus approprié, c'est-à-dire elle impose quand même ses propres termes et conditions. C'est-à-dire, soit que l'on accuse Israël de génocide, mais il y a quand même quelques... comment voyez-vous cette citation, mais qu'elle donnera son interprétation du droit international dans le contexte des affaires? Bon, pour être optimiste, c'est un pas disons, dans la bonne direction. Ils ont choisi de joindre dans une accusation, ils ont laissé les autres, mais voilà. Et nous allons entendre leur interprétation. Espérons bien que ça vient plus tôt que tard, et pour savoir leur point de vue. Mais comme je viens de dire, c'est déjà quelque chose. D'autre part, quand on a un pays en plus qui change un peu de direction ou de place, c'est déjà un plus pour la crise palestinienne. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont à dire, mais comme je viens de dire, c'est un bon pas. Et pour être optimiste, nous espérons que ça pose une pression un tout petit peu plus forte sur l'État israélien. Il faut dire que la Cour internationale de justice a pris quand même quelques ordonnances conservatoires exigeant notamment qu'Israël permette l'accès à l'aide humanitaire, prévienne le génocide. Ces ordonnances sont juridiquement contraignantes, mais
la Cour n'a pas les moyens de les imposer, de les appliquer. Donc, comment peut-on expliquer Israël ça? n'est pas un membre, donc elle a le droit de ne pas reconnaître ces accusations, même les décisions de cette Cour. Mais ça montre que le consensus international est contre tout ce que Israël fait. Mais en principe, sur le plan droit, sur le plan législatif, je pense que Israël peut ne pas obéir à ce que le tribunal demande. Et comme vous avez dit il y a quelques instants, même les pays qui ont reconnu l'État palestinien, ils ont mis des conditions, quelques-unes, et pratiquement très liquides. On ne peut pas, c'est-à-dire l'otage, c'est une chose qui peut être contrôlée, mais quand on parle de Hamas et des armements de Hamas, etc., c'est une chose difficile à atteindre dans le futur proche, disons. Mais en principe, on dit encore une fois, ce qui m'inquiète, c'est que Israël se bouche les oreilles. Elle n'entend pas. Elle fait ce que bon lui semble. Et sur le plan humanitaire, voilà, chaque jour, elle change d'avis. Et vous venez de dire dans votre rapport, elle a empêché quelques organisations de passer. Je ne sais pas, c'est un jeu. Israël est contente qu'elle a les commandes en main et qu'elle fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas juste, mais il n'y a pas jusqu'à présent une force, même l'Amérique, qui puisse exercer une certaine pression tangible sur Israël pour changer ce qu'elle fait. À votre avis, quelle est la position réelle des États-Unis? C'est-à-dire, d'un côté, elle a des relations avec l'Égypte, elle a des intérêts dans la région et en même temps, Israël, évidemment, nous connaissons le rapport et aussi les intérêts qu'Israël, si on peut le dire, sauvegarde. Quelle est la vraie position des États-Unis? Les États-Unis, c'est Israël. Elle fait ce que Israël veut. C'est clair. C'est-à-dire Israël a un mot très puissant sur les sénateurs, sur l'Amérique en général. Donc le président n'a qu'à obéir à Israël et faire ce qu'ils veulent. Bien que, comme vous avez dit, il a beaucoup de relations excellentes avec beaucoup de pays. Je ne veux pas mentionner, mais au moins une dizaine de pays arabes sont en très bons termes avec l'Amérique. Il y a des intérêts communs gigantesques, mais à la fin du compte, c'est ce que Israël veut que l'Amérique fait. Malheureux, c'est comme ça. Et normalement, on a un accord de cessez-le-feu parrainé par les États-Unis, où c'était le plan Trump, et sous la tutelle aussi de l'Égypte. Et cet accord qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh, et cependant, les exactions israéliennes continuent. Donc, quelle est la valeur réelle de cet accord? Bon, l'histoire et l'expérience disent que Israël n'a jamais respecté un cessez-le-feu depuis de très longues années. Elle n'a jamais respecté. Pourquoi nous voulons qu'elle le respecte cette fois-ci? C'est une continuation des violations des cessez-le-feu qui a pris lieu une cinquantaine, soixantaine d'années. Ça continue. Et personne ne peut l'arrêter. C'est malheureux, on dit ça avec tristesse, mais c'est
la vérité. Et surtout qu'il n'y a pas de comparaison, c'est-à-dire on ne peut pas comparer la force d'Israël avec par exemple le Gaza ou même la Cisjordanie. Donc c'est complètement injuste, mais voilà, c'est ce qui arrive. Israël continue à ne pas respecter le cessez-le-feu sous n'importe quel prétexte. Il y a toujours une raison, et comme on dit, la raison du plus fort, comme on a appris. Et ils ont toujours des prétextes pour continuer leur atrocité, et ça continue. Et chaque fois on dit, nous espérons que ça va aller pour le mieux. Nous l'espérons toujours, et on ne doit pas perdre cet espoir, parce que sinon il n'y a pas moyen. Alors on garde l'espoir et nous prions que cette fois-ci, même Israël va comprendre que ça ne peut pas continuer. Espérons bien. Un autre aspect des exactions israéliennes, les autorités israéliennes ont annoncé dimanche avoir approuvé l'installation de 19 colonies en Cisjordanie, une mesure visant selon elles à bloquer l'établissement d'un État palestinien terroriste dans un contexte d'intensification de la colonisation depuis le 7 octobre. Les détails. Les autorités israéliennes ont annoncé dimanche avoir approuvé l'installation de 19 colonies en Cisjordanie, une mesure visant, selon elles, à bloquer l'établissement d'un État palestinien terroriste dans un contexte d'intensification de la colonisation depuis le 7 octobre. Cette annonce porte à 69 le nombre total de colonies ayant obtenu un feu vert ces 3 dernières années, d'après un communiqué publié par les services du ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, lui-même colon et partisan d'une annexion de ce territoire occupé par Israël depuis 1967. Elle intervient quelques jours après un rapport du secrétaire général des Nations Unies faisant état d'une croissance record des colonies israéliennes depuis le début du suivi en 2017. Selon Smotrich, cette initiative doit permettre d'empêcher l'émergence d'un État palestinien. Hormis Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, plus de 500 000 Israéliens vivent aujourd'hui en Cisjordanie, dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international, au milieu de quelques 3 millions de Palestiniens. Sur les colonies dévoilées dimanche, 5 sont des avant-postes qui existent depuis plusieurs années, c'est-à-dire des colonies déjà implantées en territoire palestinien sans avoir obtenu les autorisations nécessaires des autorités israéliennes. Ces 19 colonies se trouvent dans des zones hautement stratégiques, ont précisé les services du ministre. 2 d'entre elles, Ganim et Kadim, dans le nord de la Cisjordanie, seront réinstallées après avoir été démantelées il y a 2 décennies. Dans le rapport de l'ONU publié mi-décembre, son secrétaire général Antonio Guterres avait condamné l'expansion implacable de la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, qui continue à alimenter les tensions, empêcher l'accès des Palestiniens à leurs terres et menace la viabilité d'un État palestinien notamment indépendant, démocratique, continu et souverain. Ces développements enracinent encore l'occupation israélienne illégale et violent le droit international et le droit des Palestiniens à l'autodétermination, a-t-il ajouté. L'avancée de la colonisation s'accompagne en outre d'une augmentation alarmante des violences des colons, dénonce-t-il dans le document, évoquant des attaques parfois en présence ou avec le soutien des forces de sécurité israéliennes. Docteur Raouf Ghafar, comme vous l'avez suivi, les autorités israéliennes ont tout, avec beaucoup de sang-froid, approuvé l'installation de 19 nouvelles colonies en dépit de toutes les tentatives, de toutes les interventions des pays médiataires et à leur tête l'Égypte. Et selon eux, et c'est ce qu'ils divulguent, c'est dans l'objectif de bloquer l'établissement d'un État palestinien terroriste, c'est-à-dire ils sont à l'encontre de Hamas. Comment peut-on lire ce scénario?
C'est clair, ils utilisent le mot, c'est ironique, parce qu'ils utilisent le mot terrorisme comme prétexte prêt-à-porter, qui est prêt pour justifier n'importe quoi. Mais en principe, ils ne doivent jamais oublier que ce sont eux qui ont formé tous les groupes terroristes. Ou, disons, ils ont été derrière la formation de tous les groupes terroristes qui existent dans le monde d'aujourd'hui. Et eux, ceux qui arrivent à Gaza particulièrement, les placent sous la terminaison terrorisme. Donc, ils oublient tout ça et ils justifient ce qu'ils font à la Cisjordanie, l'établissement de nouveaux... C'est-à-dire, dans le contexte du droit international et de la politique, d'une manière générale, l'établissement de nouvelles colonies, est-ce que ça peut se lire d'une manière autre que le colonialisme? C'est-à-dire, alors comment est-ce qu'on peut voir ça d'une manière parallèle avec justement un accord de cessez-le-feu, avec la reconstruction de Gaza et les appels par plusieurs pays, et évidemment à leur tête l'Égypte? C'est-à-dire, comment peut-on interpréter cela? Bon, c'est le rêve d'Israël, à mon opinion. Ils veulent éliminer l'État palestinien. Ils veulent que ça n'existe plus. Donc, avec des colonies, une quinzaine de colonies aujourd'hui, une centaine qui ont été déjà construites et des autres qui vont suivre d'une manière ou d'une autre, ils vont justement s'infiltrer dans la Cisjordanie d'un côté, à Gaza certainement de l'autre. D'ailleurs, on parlait justement il y a quelques heures qu'ils veulent avoir peut-être 60% de Gaza sous leur contrôle complet. Alors ils veulent que l'État palestinien n'existe pas. Et ils veulent l'assimiler sous leur contrôle complet. Et c'est par justement construction d'établir des villes. Ça commence comme ça, mais ça grandit, vous comprenez, de façon à ce que d'ici quelques années, malheureusement, l'existence israélienne à la Cisjordanie va augmenter, leur population va augmenter, leur contrôle va augmenter, et d'autre part, ça va diminuer pour l'État palestinien. Et donc, ils projettent ceci sur Hamas. À votre avis, est-ce que... Absolument, un prétexte. Ils sont des terroristes, nous les cherchons partout, dans les trous, sous la terre, etc. Voilà. Et pour avoir un État sain, un État... À votre avis, est-ce qu'ils peuvent ultérieurement mettre comme condition de n'importe quel accord de limiter le pouvoir de Hamas? Je pense que Hamas aujourd'hui n'a pas de pouvoir. C'est peut-être un pouvoir politique, si on peut utiliser le mot politique. C'est-à-dire il y a quelques personnes qui disent qu'ils représentent Hamas et ils parlent. Mais on a dernièrement, on n'a pas eu une seule attaque de Hamas dans le territoire de Gaza ou autre part. Ils sont complètement déprivés de toutes leurs forces, de toutes leurs armes, de tout. Mais c'est toujours un prétexte, comme je viens de dire, qu'on utilise simplement pour justifier ce qu'ils font. Oui, il faut dire qu'en pleine catastrophe humanitaire, Israël continue toujours de mettre des entraves pour l'acheminement des aides humanitaires dans un territoire dévasté par un génocide qui perdure depuis des années. En dépit d'un accord de cessez-le-feu, il reste quand même quelques raids de la part des autorités israéliennes, de la part aussi de l'armée israélienne. Voyons les détails dans ce compte rendu. Les ONG internationales redoutaient de ne plus pouvoir travailler à Gaza depuis les nouvelles procédures draconiennes d'enregistrement par Israël. Leurs craintes se confirment et 14 sont désormais interdites d'accès. Plusieurs responsables humanitaires dénonçant une volonté de contrôle politique de leur action. Sur la centaine de demandes d'enregistrement soumises ces derniers mois, seules 14 ont été rejetées afin
novembre, affirme dans une déclaration le ministère de la Diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme qui pilote depuis mars cette nouvelle procédure obligatoire. Les autres ont été approuvés ou sont en cours d'examen, ajoute-t-il en précisant Israël encourage l'action humanitaire mais n'autorisera aucun acteur hostile ni aucun soutien au terrorisme à opérer sous couvert d'aide humanitaire. Cette décision intervient alors que l'aide qui entre à Gaza demeure largement insuffisante. Si l'accord de cessez-le-feu du 10 octobre prévoyait l'entrée de 600 camions par jour, dans les faits, seuls 100 à 300 transportent de l'aide humanitaire selon les ONG et les Nations Unies, le reste étant surtout des marchandises commerciales inaccessibles à la grande majorité des Gazaouis. Parmi les ONG non autorisées figure Save the Children, l'une des plus connues et anciennes à Gaza, où elle vient en aide à 120 000 enfants, ou encore l'association American Friends Service Committee, selon une première liste officielle récemment rendue publique. Les agences des Nations Unies et plusieurs ONG ont dénoncé un processus d'enregistrement qui repose sur des critères vagues, arbitraires et fortement politisés dans un communiqué commun. L'ONU ne pourra pas compenser l'effondrement des opérations des ONG internationales qui fournissent plus d'1 milliard de dollars d'aide par an et un soutien crucial aux ONG locales sur le terrain, souligne-t-elle. Médecins sans frontières, par exemple, gère aujourd'hui environ un tiers des 2300 lits hospitaliers à Gaza. Et les 5 centres de stabilisation pour enfants atteints de malnutrition aiguë sévère sont tous soutenus par des ONG internationales. Près de 70% des points de distribution de repas chauds dépendent directement des ONG internationales pour le personnel, les fournitures ou le fonctionnement. Il nous reste juste une minute pour jeter la lumière sur les efforts déployés par l'Égypte concernant l'acheminement et l'insistance d'acheminer les aides humanitaires et de leur faire parvenir à cette population dévastée en dépit de toutes ces entraves israéliennes. Donc, que fait l'Égypte ou continue de faire toujours? Pour l'Égypte, c'est une responsabilité, c'est un devoir. Nous sommes le frère ou la sœur aînée et nous devons faire ça. On va continuer à le faire et quelles que soient les conditions, quelles que soient les... Mais on doit le faire, on va continuer et on doit, disons, pas obéir, mais au moins s'adapter aux termes que Israël met de temps à autre, mais comme je viens de dire, c'est notre responsabilité et l'acheminement des aides humanitaires va continuer. Je ne veux pas dire doit continuer, mais il va continuer sans cesse parce qu'il y a des dames, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des hommes qui meurent chaque jour de manque de médicaments, de manque de manger. Et logement, il n'y a pas. Maintenant, nous sommes en hiver, les conditions sont encore plus difficiles. Bon, bref, c'est notre responsabilité. On ne va jamais cesser de faire ça et on va continuer à la faire jusqu'à ce qu'on arrive à une terminaison. Évidemment, c'est une cause qui perdure depuis plus de 80 ans et espérons quand même que l'on puisse parvenir du moins à protéger la population gazaoui. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.